Chers amis et compatriotes bretons, un très grand merci à vous tous pour votre présence ici dans ce lieu de mémoire essentiel pour le peuple breton, car ce souvenir, c'est continuer de vivre et de résister pour des temps plus radieux. Comme vous le savez, ici, le 28 juillet 1488 a eu lieu la tristement célèbre bataille de Saint-Aubin-de-Cormier, où notre nation perdit militairement son indépendance, puis, politiquement, mais de façon illégale, 44 ans plus tard, dans l'édit d'union unilatérale de François Ier. Cet édit français unilatéral non contresigné par un prince breton plénipotentiaire est nul et non avenu en Bretagne. Il ne peut contredire le dernier traité international toujours valable entre Bretagne et France, le contrat de mariage d'Anne et Louis XII, qui sépare les deux couronnes de France et de Bretagne sur les deux têtes des enfants à naître, Claude et René. François Ier dépossédera l'héritage ducal de René à son profit, et de façon illégale face au droit international. La Bretagne est donc toujours indépendante de fait, en droit international, et la présence militaire et administrative de la France sur son territoire est une violation de ce droit international. Mais pour la France, une occupation militaire et administrative qui dure depuis 5 siècles prévaut. Et la simple habitude colonisatrice suffit à en faire une légitimité incontestable. La Bretagne est rentrée ainsi, de façon totalement abusive, dans un cycle de soumission encore actuel, où la France décide de tout pour nous les Bretons, et fait souvent contre nos intérêts, comme chacun peut le constater aujourd'hui en de nombreux domaines. Mais l'histoire n'est jamais achevée. Et il est important que les Bretons se souviennent de leur histoire pour préparer un avenir plus radieux et démocratique pour notre peuple. C'est dans cet esprit mémorial que l'organisation bretonne, Cumbres, Partenay Tenant, Identité bretonne et MAB, les archipels bretons, vous invite à venir célébrer fraternellement, comme tous les ans, le souvenir de cette bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, afin d'unir nos cœurs pour entretenir la flamme bretonne, et ensemble relever l'étendard breton tombé là il y a 535 ans. Car n'en doutez pas, cet étendard sera relevé et a déjà commencé à l'être. D'ailleurs, il nous arrive aussi de célébrer des victoires, comme celle du ballon en 1845, avec les poils d'or pour le ballon, pour se rappeler que Dominoé qui vainquit les Francs. Et nous nous rappelons aussi celle de France-la-Forêt, par exemple. Le ballon de Barbetor vainquit les Vikings le 1er août 1939. Ces fameuses victoires, parmi d'autres, nous enseignent que face à l'adversité, quand les Bretons savent s'unir, ils peuvent gagner. En effet, aujourd'hui, face au rouleau compresseur jacobin, la Bretagne reste une terre de résistance et de solidarité, une terre où fleurissent les associations de défense de notre identité, culture, patrimoine, histoire, intégrité territoriale, respect environnemental et surtout, bien sûr, de nos langues impériales. Toutes ces associations qui travaillent souvent avec rien, ou pas grand-chose, gardent à bout de bras, avec courage et abnégation, la flamme bretonne vacillante, mais toujours allumée et brillante. Chaque génération se la passe. Chaque génération s'en sent responsable pour la génération d'après. Et malgré les coups de boutoir continus et incessants de l'État jacobin centraliste, nous avons de grandes raisons d'espérer. Et oui, la France décline lentement dans une économie moribonde et un état psychologique déliquescent. Elle n'aura bientôt plus les moyens de sa politique émotionnelle, et ces derniers tours de vis ressemblent à un chant du cygne que nous accompagnerons bientôt de nos clameurs joyeuses, celles de nos libertés retrouvées. En effet, nous avons tant de raisons d'espérer, et avec nous toutes les nations de l'Hexagone qui commencent et continuent de se réveiller. Avec bien sûr en tête les Corses, qui ont réussi à s'unir pour mettre à la tête de la Rassemblée territoriale de véritables patriotes. Ailleurs en Europe, des régions déjà autonomes marchent tranquillement vers l'indépendance, avec parfois des répressions si peu démocratiques comme en Catalogne. Là, je suis un petit aparté. Vous voyez le drapeau rouge et blanc ici, c'est pas le drapeau des Suisses, c'est le drapeau des Savoyens. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Valérie et Fabrice Dujardin, qui militent pour la Savoie libre comme nous, qui sont là avec nous. Mais partout, il semble se dessiner à la base des structures étatiques obsolètes la volonté des peuples d'exister dans leur spécificité, en dehors des dogmes aliénants des gouvernances politiques et financières mondialistes. Et bientôt, l'arrogance centraliste jacobine sera esseulée dans le concert des nations européennes et cernée par la volonté de nos peuples à vouloir enfin leur autodétermination. Cependant, chers amis compatriotes, ne nous y trompons pas,
Si notre combat international est vital pour nos reconnaissances afin de rendre intenable la position totalitaire de la France à notre égard, il n'est pas suffisant. Il doit être accompagné par 3 autres combats ici localement en Bretagne. Le combat culturel, bien sûr, pour la survie de notre identité multimillénaire. Le combat de la communication pour pallier à la censure des médias subventionnés en Bretagne, qui tiennent la majorité de nos compatriotes dans l'ignorance de notre situation réelle, pour en faire de bons et gentils petits Français. Et enfin et surtout, le combat politique qui patine depuis tant d'années en Bretagne. Que les Bretons se mettent enfin à voter breton. Que nos divers partis politiques sachent pour cela s'unir pour les échéances électorales importantes. Malheureusement, dans ce domaine, il semblerait que les Bretons soient dans un retard pathétique vis-à-vis des peuples voisins, corses, écossais, catalans, qui eux savent s'unir contre l'adversaire commun. En effet, chez nous, le clivage droite-gauche à la française prévaut toujours, et la guerre des égaux continue à éliminer les scores électoraux des Bretons. Ici, dans le pays de Nominoé, de Salmon et de Barbetorque, autrefois victorieux et craints de leurs ennemis, les Bretons continuent de se chamailler sur la couleur des tapisseries, alors qu'ils rechinent et creusent ensemble les fondations de la maison Bretagne. Mais l'histoire bretonne n'est jamais bloquée longtemps. Elle est comme l'eau vive. Et si on veut la stopper ici, elle coule plus loin. Et actuellement en Bretagne, une multitude de projets éclosent de nouveau, après la néfaste période de Covid, sur divers plans culturels, trouvant l'envie que nous sommes toujours bien vivants. Un bel exemple local. L'association 404 a dernièrement organisé son 2e son et lumière avec un scénario évolutif, l'archer anglais, devant plusieurs milliers de spectateurs. Ce spectacle en couleurs, mis en scène tous les 2 ans au château voisin de la Giraudet, est fort d'environ 350 figurants et bénévoles, met en scène la bataille de Saint-Aubin-des-Cormier avec ses prémices et ses conséquences. Ce spectacle historique ne fait pas que divertir. Il informe et instruit la population locale comme les visiteurs extérieurs sur cet événement majeur de notre histoire bretonne à dimension internationale. Ailleurs en Bretagne, d'autres projets culturels historiques voient le jour. À Landévennec, un musée historique privé vient d'ouvrir. Un musée historique privé vient d'ouvrir. Et à Carré, bientôt, un nouveau grand monument de commémoration va voir le jour. Non, le sentiment breton n'est pas mort, loin de là. Il est porté par ses éclaireurs et ses avant-gardes, en attendant le grand embrasement et réveil populaire qui se fera sans doute de proche en proche dans les nouvelles générations. Arrêtons donc de nous plaindre et même de quémander. Faisons ici et maintenant, agissons pour nos intérêts communs, construisons ensemble, afin de prendre simplement notre destin en main. Et commençons ici par dire haut et fort que les 6000 Bretons et alliés morts à Saint-Aubin-du-Cormier, il y a 535 ans, pour défendre notre souveraineté et notre liberté, ne sont pas morts en vain. Gloire à eux. Dans la présente discussion démocratique de notre pays. C'est off, c'est vert, c'est bon, c'est pas grave, j'ai de la voix. Gloire à eux, nous les portons en nous dans la présente et future reconstruction démocratique de notre pays, la Bretagne. En Istorbrez, les quêtes échues, à Gunday et vos clairs en Amzer. Je propose maintenant une minute de silence pour tous les combattants morts ici pour la Bretagne, ainsi que pour tous les militants bretons morts depuis, après parfois une vie de lutte bénévole et offerte à leur pays, la Bretagne. Ayons une pensée pour eux tous. Merci. Quelques mots, puisque Jacques Philippot, donc président de l'Institut culturel. Merci, voilà. Élu à Blain, donc en Loire-Atlantique. Évidemment, je ne veux pas répéter tout ce qui a été excellemment exprimé. Merci déjà à Michel Chauvin qui a rappelé ce qu'a été, ce qu'est le collier d'Hermine, mais ça m'autorise du coup à remercier, parce que je les vois devant moi, d'autres titulaires du collier d'Hermine, Paul Laurette, qui a été président de Bretagne Réunie, et Philippe Argoire, le fondateur de l'agence Bretagne Presse. Merci. Mon propos, c'est juste de reprendre ce que vous avez tous exprimé, et singulièrement Jean-Loup. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, au fond, 40 ans après l'érection de ce monument, c'est tout le travail, toute l'action, tout le combat mené par Jean-Loup qui s'exprime par la création de MAB. C'est un phénomène, c'est le combat des générations, le combat permanent des générations qui nous permet d'exister, de tenir, et espérons-le d'être encore là demain.
Merci Jean-Loup pour tout ce que tu as fait ici. Également, d'ailleurs, je pourrais même me permettre de dire que 1488, cette remarquable création, c'est dû à tout ce qui avait précédé, c'est-à-dire également grâce à toi et à tes proches, et à tous ceux qui y ont cru. Le militantisme, c'est pas simple. Réunir l'ensemble des Bretons sur ce qui les motive en règle générale, c'est pas facile. Pour avoir été tête de liste de Nous te ferons Bretagne au régional de 2010 en Loire-Atlantique, nous avions à peu près 20 000, un peu moins de 20 000 électeurs sur notre liste. Une grande partie des militants bretons avaient préféré voter pour des partis français. C'est simple. Donc il y a tout ce combat à gagner. Et de fait, dans une continuité des actions que nous pouvons mener, tous ensemble, je vous donne rendez-vous le vendredi 4 août prochain donc, à Lorient, au Palais des Congrès, où l'Institut culturel de Bretagne organise un colloque Bretagne celtique, point d'exclamation, toute la journée. À l'heure actuelle, nous avons quasiment 400 personnes inscrites, alors je ne sais pas s'il reste encore quelques places, mais enfin, c'est donc un rendez-vous de première importance, le propos étant que c'est sur le terrain que nous allons réussir à, Yvon l'a exprimé, à gagner, pas seulement en s'intéressant sans doute à la sauvegarde de notre patrimoine. C'est important, je le sais, j'en conviens. L'Institut culturel de Bretagne lui-même étant un des outils de la charte créée en 1981, il n'en reste pas moins que le combat politique et comment gagner à ce niveau-là, c'est ce qui doit nous motiver le plus. Donc tous ensemble, toujours sur le terrain. Merci de votre attention. Pourquoi maintenant Glenmore est omniprésent ici? Ce fut Glenmore, vous connaissez tous, mais vous ne connaissez pas assez. Glenmore, c'est le réveilleur de conscience. Dans les années 60, il a tenu à être nommé barde. C'est pour ça que je suis druide de moi-même, barde moi-même. Donc c'est pour ça que je porte cette écharpe de disciple. Ce que j'ai là, c'est l'écharpe de disciple. Et Glenmore fut barde. Il a été initié barde dans la forêt de Tressé, sur un magnifique dolmen lequel nous sommes souvent à faire des rituels là-bas. Et du côté Nord, je suis plus trop lycée de la forêt de Tressé, tout le monde connaît. Et donc, voilà, c'est important avec Clarisse Lavanant que j'ai rencontré il y a quelques jours, là, une dizaine de jours. Glenmore, on ne l'entend plus. Glenmore, on ne le chante plus. Pas assez. Il y a Clarisse Lavanant qui le chante. Et on doit entendre Clarisse Lavanant, d'ailleurs, et son micro commence à me lâcher. Quand on entend Clarisse Lavanant chanter Glenmore, on a l'impression que Glenmore a écrit pour les femmes. Tellement de réécouter. Et là, nous avons, on sait, après écoutant l'intégrale de Glenmore et ses métaphores et tout cela, qu'on ne connaît pas assez. Donc si vous avez, il ne pleut pas, on pourra sortir un peu les bouquins tout à l'heure. Si vous avez 5 minutes, c'est pour que vous vous imprégniez de Glenmore un peu plus et que vous le connaissiez. Ce Glenmore n'était pas du tout celui qu'on voit sur scène. Glenmore c'était quelqu'un c'était d'abord un philosophe, mais c'était quelqu'un de calme. C'était quelqu'un, mais sur scène, c'était l'artiste, c'était le braillard, le paillard, comme se définissait, c'était un provocateur. Mais Glenmore ne montrait pas la vraie face de lui-même. Ce que je vous dis là, je peux vous le dire que je l'ai vécu, et c'est la réalité. Maintenant, nous allons chanter, si vous voulez bien, le Brogo de Mazadou, sans micro, mais on devrait s'en sortir. En général, on chante les deux premiers. Libre et galon de caron, guiro, bruit des vieux en avant, et avec
Per me